L'histoire de Prince de France, tome 1. Adrien de Valois, celui qui fut Harry James Potter. Une fanfiction Harry Potter. Écrit par Kellerus, narration Claudine Abdelkader, une production du studio Kali Records. Un commentaire, un like, un abonnement soutiendrait énormément la chaîne. Maintenant que c'est dit, place à l'histoire. Chapitre 5. L'héritage dévoilé. Chambre du prince, héritier, château de Versailles, royaume de France. 1er août 1987. L'aube se levait sur Versailles, enveloppant le palais d'une lumière dorée. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de soie, dessinant des arabesques lumineuses sur les murs délicatement ornés. Dans la vaste chambre du prince héritier, tout semblait encore paisible. Seul le chant lointain des pans magiques et le doux murmure des fontaines suspendues troublaient ce silence matinal. Sous une couverture de velours brodé de lys d'or, le jeune Adrien papillonna des yeux. Il émergeait lentement de sa douce torpeur, encore engourdi par la fatigue des festivités de la veille. D'un geste instinctif, il bâilla, s'étira comme un chat repu, puis s'interrompit net. Un frisson le parcourut. Quelque chose n'allait pas. Ses petits bras se figèrent, son dos se crispa. Il cligna des yeux, lentement, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Et puis, il sentit deux choses bouger dans son dos, deux choses qui n'avaient jamais été là auparavant. Lentement, il tourna la tête sur le côté, et ce qu'il vit lui coupa littéralement le souffle. Deux ailes blanches, immenses pour un enfant de son âge, hérissées de plumes d'un éclat nacré. Elles frémissaient toutes seules, comme mues par une volonté propre. Et avant même qu'il n'ait eu le temps de réagir, elles battirent. Adrien ouvrit grand la bouche, et un hurlement strident traversa la chambre avant de se répercuter dans les couloirs. Ah! Le cri rebondit dans les galeries, ricocha sur les colonnes, fit trembler jusqu'au lustre enchanté. En un instant, tout Versailles fut en émoi. Des bruits de pas précipités retentirent, les portes claquèrent, les gardes royaux, le chambellan, les serviteurs et même le couple royal accoururent en trombe, ouvrant les lourdes portes en un fracas. Ils se figèrent. Sous leurs yeux, le jeune prince voltigeait. Adrien sautillait dans tous les sens, battant des bras comme pour fuir ses propres ailes, lesquelles s'agitaient avec une régularité maladroite. À chaque battement, il décollait de quelques centimètres, flottait une seconde dans l'air, puis retombait avec un petit bruit sourd sur le parquet. La scène était à la fois absurde et étrangement attendrissante. Le prince héritier de France paniquait comme un simple enfant poursuivi par lui-même. Ce fut le seul avertissement que Louis XIX eut avant de se prendre de plein fouet son fils volant. Le roi poussa un « ouf » de surprise en basculant en arrière, entraînant dans sa chute son manteau de chambre et l'un de ses escarpins brodés. Les gardes, figés entre inquiétude et stupéfaction, n'osèrent pas bouger. Quant à Gérard, le chambellan, et la reine Catherine, ils se mordaient la lèvre, tremblant de rire. « Adrien, mon ange, du calme, tenta de dire Louis, en essayant d'attraper son fils en vol. « Je ressemble à un poulet !» cria Adrien, les larmes aux yeux, battant frénétiquement ses ailes pour tenter de s'en débarrasser. C'en fut trop. Même les gardes royaux, d'ordinaire d'une discipline implacable, éclatèrent d'un rire sonore. Catherine se couvrit la bouche de ses mains, les épaules secouées de fou rire. Gérard, lui, avait déjà abandonné toute contenance et riait franchement, plié en deux. Louis inspira profondément, essayant de ne pas céder à l'hilarité.
Sa bouche se tordit malgré lui en un sourire. Il s'éclaircit la gorge. « Non, mon fils, tu n'es pas un poulet, » dit-il avec un calme presque comique. « Ce que tu vois là, c'est ton héritage. »« Depuis quand on est des poulets ?» répliqua Adrien, les yeux ronds comme des galions, sa voix montant dans les aigus. Cette fois, Louis ne put retenir un léger ricanement. Mais voyant la terreur sincère dans le regard de son fils, il reprit un ton plus rassurant. « Ce ne sont pas des ailes de poulet, Adrien. Ce sont des ailes d'ange. Rien de plus. Il te suffit de vouloir qu'elles disparaissent et elles disparaîtront. » Adrien renifla, perplexe, essuyant d'un revers de manche une larme qui menaçait de couler. Il hocha vivement la tête et ferma les yeux. Sa petite bouche se pinça dans une expression de concentration intense. Il serra les poings et lentement, très lentement, les ailes cessèrent de bouger. Elles frémirent une dernière fois, puis se replièrent, se dissipant en une pluie de plumes lumineuses qui s'évaporèrent dans l'air. Un soupir de soulagement échappa à l'enfant. Il leva timidement les yeux vers son père. « Elles sont parties ?» ?»« Oui, » répondit Louis avec un sourire rassurant. « Et elles reviendront seulement quand toi tu le décideras. » À ces mots, les serviteurs s'empressèrent d'aider le roi à se relever. Catherine approcha et déposa un doux baiser sur la joue de son fils. Gérard, toujours hilar, lui tendit un mouchoir en soie pour qu'il s'essuie. Adrien se précipita alors vers un miroir grand comme une porte. Il pivota sur lui-même pour s'assurer que rien n'était resté. Pas d'ailes, pas de plumes. Ses vêtements étaient impeccables. Il soupira encore une fois, cette fois d'aise. Et malgré la frayeur, un petit sourire amusé naquit sur son visage. « J'adore quand même la magie », murmura-t-il à mi-chemin entre la résignation et l'émerveillement. Louis XIX de Valois posa une main douce sur l'épaule de son fils. Adrien, encore troublé par les ailes qui venaient de surgir dans son dos, fixait son père avec un mélange d'angoisse et de curiosité. Le silence dans la chambre semblait lourd, presque sacré. « Adrien, il est temps que tu comprennes qui nous sommes, » dit Louis d'une voix grave mais tendre. « Pas seulement des rois, bien plus que cela. » Le jeune prince fronça légèrement les sourcils. « Plus que des rois ?» Louis acquiesça lentement. « Bien avant la France, bien avant même la terre que nous appelons Gaïa, il y avait un autre monde. Tellus. » Adrien cligna des yeux. « Tellus ?» Louis inspira profondément, comme s'il s'apprêtait à réveiller des souvenirs millénaires. Tellus était le monde original, le premier monde. Là-bas, tous les êtres étaient magiques. Il n'y avait ni moldu, ni séparation. La magie coulait en chacun comme le sang coule dans nos veines. C'était un monde pur, façonné directement par Mère Magie. Adrien ouvrit légèrement la bouche, fasciné. « Donc, tout le monde était comme nous ?»« Oui, » murmura Louis. Tous étaient des sorciers. Et au centre de Tellus se dressait la plus grande cité jamais créée, Atlantide. Le regard du roi se fit plus lointain. Atlantide n'était pas seulement une ville, c'était la capitale du peuple magique tout entier. Elle était gouvernée par Atlas, le premier roi choisi par Mère Magie elle-même. Les Atlasiens, ses descendants, portaient une magie plus pure que toutes les autres. Ils étaient les gardiens de la volonté de Mère Magie, le lien direct entre Tellus et son essence. Il marqua une pause. Nous, Adrien, nous sommes de leur sang. Adrien écarquilla les yeux. Donc, nous sommes des Atlasiens ? Louis hocha la tête, grave. Oui, nous ne sommes pas seulement des sorciers. Nous sommes les derniers héritiers d'Atlas, la lignée royale, la lignée divine.
Les autres sorciers viennent des anciens Télusiens, mais nous venons directement du trône d'Atlantide. Le jeune prince serra les lèvres, assimilant cette révélation. Louis reprit d'une voix plus sombre. Mais l'orgueil a tout brisé. À la fin, les Atlasiens ont voulu dépasser les limites imposées par Mère Magie. Ils ont accumulé une magie trop puissante, ont tenté des rituels interdits, et alors survint le cataclysme. Adrien frissonna. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» La magie a déchiré le tissu du monde, répondit Louis. Tellus s'est effondré. Atlantide a sombré dans l'abîme, et avec elle, la plus grande partie de notre peuple. Mais ce n'était pas une simple destruction. La faille a remodelé la réalité. De ces cendres est né un nouveau monde, Gaïa, la terre que nous connaissons aujourd'hui. Il baissa un instant la tête. Beaucoup ont survécu, mais brisés. Leur magie s'est éteinte. Ils sont devenus les Moldus, des êtres incomplets, privés du don qui était naturel à tous avant. Pour nous, ils sont une erreur du nouveau monde. Adrien fronça les sourcils. Et ceux qui ont gardé la magie? Ce sont les sorciers d'aujourd'hui, expliqua Louis. Les survivants de Tellus qui n'ont pas perdu l'essence de Mère Magie. Mais parmi eux, seules quelques familles portent encore le sang pur des Atlasiens. Il fixa son fils droit dans les yeux. Les Capétiens. Un silence pesa. Adrien déglutit. Donc, nous venons vraiment d'Atlantide? Louis hocha lentement la tête. Oui, Adrien. Nous sommes les descendants d'Atlas et par lui de Mère Magie. Et même si Atlantide a disparu, certains signes de cette lignée subsistent. Adrien cligna des yeux. Quels signes? Louis esquissa un léger sourire et caressa la joue de son fils. D'abord nos yeux, toujours bleus comme un flot de magie éternelle, avec une pupille dorée, semblable au soleil. Mais il existe un autre signe, infiniment plus rare, les ailes. Adrien se raidit légèrement. Comme celle que j'ai eue? Louis acquiesça gravement. Oui, les ailes ne se manifestent que lorsque le monde est sur le point de changer. Elles annoncent une époque où les lignées atlantes doivent de nouveau guider ou affronter le destin. Le dernier Capétien à les avoir portées fut Louis IX, celui que les Moldus appellent Saint Louis. Il inspira. Mais ce que les Moldus ignorent, c'est que ces croisades n'étaient pas seulement religieuses. Elles étaient une guerre pour récupérer une relique atlante, un fragment de Tellus, un vestige de la magie originelle. Adrien écarquilla les yeux. Et cette relique? Louis baissa la voix, comme pour un secret trop lourd. Elle repose dans un coffre que seuls les rois de France connaissent. Adrien déglutit. Et si j'ai ces ailes, ça veut dire qu'un autre changement arrive? Louis resta silencieux un instant. Son regard se voila d'une inquiétude qu'il refusa de laisser paraître. Puis il posa une main ferme sur l'épaule de son fils, esquissant un sourire rassurant. Je ne sais pas encore ce que cela signifie, mais quoi qu'il arrive, nous y survivrons. Il mentait, car quelques heures plus tôt, Nicolas Flamel avait révélé une prophétie ancienne, gravée sur des tablettes sauvées des ruines d'Atlantide. Quand les ailes d'Atlas renaîtront, le destin des survivants de Tellus et celui du monde façonné par Gaïa se rejoindront, et l'enfant, porteur de la lumière, décidera quel monde survivra. Louis sentit son cœur se serrer, mais il ne laissa rien transparaître. « Oh, je vois !» murmura Adrien, légèrement inquiet. Catherine s'approcha alors et enveloppa tendrement son fils dans ses bras.
caressant ses cheveux d'un geste apaisant. « N'y pense pas, maintenant, mon chéri. Tout cela viendra en son temps. Pour l'instant, il y a autre chose à faire. » Adrien releva la tête, intrigué. « Autre chose ?» Catherine sourit doucement, amusée par sa moue curieuse. « Oui, mon trésor. Il est l'heure de ton examen d'héritage. » Les yeux du jeune prince s'illuminèrent aussitôt. « L'examen ? C'est aujourd'hui ?» Sans attendre, il bondit hors du lit et fila vers son placard, renversant quelques coussins au passage. Gérard, amusé, le suivit pour l'aider à enfiler la tenue cérémonielle. Quelques minutes plus tard, Adrien ressortit, vêtu d'un habit bleu nuit brodé d'or. Ses cheveux étaient impeccables, et il tenait déjà un chou à la crème offert par un elfe de maison, qu'il mordit à pleines dents. « On y va ?» demanda-t-il, la bouche encore pleine. Louis leva les yeux au ciel, mais un sourire amusé étira ses lèvres. « Oui, nous pouvons y aller, mon fils. » Ils traversèrent ensemble les couloirs majestueux de Versailles. Dans la cour royale, 3 carrosses attendaient. Les 2 premiers, sobres mais élégants, étaient destinés aux gardes et aux chambellans. Le carrosse central, lui, était une merveille, une œuvre d'or et d'argent ornée de lys enchantés scintillant sur le soleil. 4 immenses abraxans royaux piaffaient, leurs ailes nacrées, prêtes à se déployer. La famille royale monta dans le carrosse fastueux. Les gardes et les chambellans prirent place dans les 2 autres. Puis, dans un puissant battement d'ailes, les abraxans décollèrent, entraînant l'escorte dans le ciel. Ils survolèrent les paysages français, protégés par des enchantements repousses moldus, jusqu'à la place cachée, un immense quartier magique dissimulé dans les hauteurs de Montmartre. Là, au centre d'une place pavée de marbre bordé de boutiques anciennes, se dressait leur destination. La Banque royale de France, un bâtiment blanc et or gardé par des sphinx vivants aux yeux d'émeraude. Adrien descendit du carrosse, les yeux brillants d'excitation. Aujourd'hui, il allait découvrir la véritable mesure de son héritage. Contrairement aux Anglais, qui confiaient leur magique de France, avait suivi une voie très différente. Ici, la couronne possédait sa propre banque. Une institution unique, fruit d'une alliance millénaire entre les rois de France et le peuple nain. Lorsque les sorciers français avaient rencontré les nains, il n'y avait jamais eu de guerre, ni de conquête sanglante comme ce fut le cas chez les Britanniques. Non, la France avait choisi une voie d'entente cordiale et de partenariat, bâtissant ensemble la Banque royale de France. Un joyau d'architecture naine, propriété directe de la couronne et administré par les clans nains, sous le regard bienveillant des Valois. Aujourd'hui, la Banque royale était la plus puissante du monde magique. Elle centralisait non seulement les richesses françaises, mais aussi celles des dominions de la couronne. Des succursales existaient en Chine, au Japon, en Russie et même en Égypte, permettant des échanges fluides à l'échelle mondiale. Elle entretenait aussi des accords commerciaux prudents avec Gringotts, malgré les tensions séculaires entre nains français et gobelins britanniques. Lorsque les carrosses royaux atterrirent sur la place cachée de Montmartre, une rumeur parcourut la foule. Des centaines de sorciers s'étaient rassemblés, formant une haie d'honneur improvisée. Les cloches magiques des tours environnantes se mirent à sonner et des drapeaux enchantés aux couleurs bleues et or de la couronne apparurent spontanément sur les façades des bâtiments. Des acclamations s'élevèrent. « Vive le prince ! Longue vie aux Valois !» Adrien, encore émerveillé par le vol des abraxans, cligna des yeux devant cette foule en liesse. Il n'avait jamais vu autant de monde réuni juste pour lui. Louis et Catherine saluaient avec grâce, tandis que les gardes royaux ouvraient la marche vers le grand bâtiment blanc et or qui dominait la place. La Banque royale de France se dressait devant eux, monumentale,
Ces portes massives étaient sculptées dans un acier nain incrusté de runes anciennes. 2 sphinx vivants, gardiens immobiles aux yeux d'émeraude, encadraient l'entrée, scrutant chaque visiteur avec une intelligence presque dérangeante. Lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur, Adrien ne put retenir un léger souffle d'admiration. Le hall central était d'une beauté irréelle. De gigantesques piliers de marbre noir, gravés de runes naines et d'anciennes écritures atlantes, s'élevaient jusqu'à un plafond constellé de cristaux lumineux. Des passerelles d'argent traversaient l'espace, menant vers d'autres salles infinies. À perte de vue, des comptoirs d'or et d'onyx accueillaient les sorciers venus effectuer leurs transactions. Des nains, impeccablement vêtus de tuniques de velours brodé, circulaient en ordre parfait. Plus loin, on entendait le cliquetis des rails magiques, des wagons enchantés transportaient des montagnes d'or, de joyaux et de documents. Adrien en resta bouche bée. « C'est immense !» murmura-t-il. Louis eut un sourire amusé. « Les nains sont les meilleurs bâtisseurs du monde magique. Ils ont participé à la construction de Versailles, tu sais. Rien d'étonnant à ce que leur banque soit un chef-d'œuvre. » Ils n'eurent pas le temps d'en voir davantage. Un nain s'approcha, marchant d'un pas lent mais assuré. Il était plus grand que la plupart de ses semblables, vêtu d'une riche tunique rouge foncé sertie d'or, et portait une longue barbe blanche parfaitement entretenue. Ses yeux gris semblaient briller d'une sagesse ancestrale. Il s'inclina légèrement, avec la dignité d'un roi saluant un autre roi. « Vos Majestés, soyez les bienvenus à la Banque royale de France. » Louis inclina la tête avec respect. « Seigneur Targas. » Adrien reconnut ce nom. Oui, Targas Tête d'Or. Il avait déjà entendu son père le mentionner. Le roi élu du Haut Conseil des Nains, administrateur personnel de la Banque royale et, de facto, conseiller bancaire des Valois. « Si vous voulez bien me suivre, » dit Targas d'une voix grave et polie, « nous allons procéder immédiatement au test d'héritage du jeune prince. » Ils traversèrent ensemble les couloirs du bâtiment. Partout, des nains se stoppaient pour s'incliner, tandis que les clients sorciers s'écartaient avec respect. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent devant une double porte gigantesque, gravée de runes atlantes. Targas fit un geste. Les portes s'ouvrirent dans un grondement sourd, révélant un bureau immense, richement décoré. Des tapisseries représentant les anciennes alliances naines et humaines, des vitrines pleines d'artefacts rares et un grand bureau taillé dans un bloc de pierres précieuses. « Je vous en prie, asseyez-vous » invita Targas en désignant des fauteuils recouverts de velours sombre. Louis, Catherine et Adrien prirent place. Les gardes royaux restèrent à l'extérieur, tandis que les chambellans demeuraient debout derrière la famille. Targas se tourna vers Adrien et un léger sourire étira sa barbe. « J'attendais ce jour depuis longtemps, votre grâce. » Adrien pencha la tête. « Ah bon? Pourquoi ?» Le vieux nain laissa échapper un petit rire rocailleux. Chaque fois qu'un prince valois vient pour son test d'héritage, il doit choisir la famille naine qui administrera ses biens et ses domaines. Depuis 300 ans, ma famille a eu cet honneur. C'est ce qui fait de moi le roi du Haut Conseil clanique. Mais, selon la tradition, vous avez le droit de désigner une autre maison naine. Adrien haussa les sourcils. « Et si je change, ça veut dire que vous ne serez plus le gestionnaire ?»« Exactement, » répondit Targas, son regard neutre. Adrien réfléchit un instant, puis il leva les yeux, déterminé. « J'ai cru comprendre que vous avez parfaitement administré notre fortune depuis tout ce temps. Je ne vois aucune raison de changer. Je préfère vous laisser cette charge. » Un immense sourire illumina le visage ridé du vieux nain. « Parfait !» s'exclama-t-il en frappant ses mains jointes, déclenchant un petit rire amusé chez Catherine et Louis.
Targas s'assit alors derrière son bureau. Il ouvrit un tiroir et en sortit un magnifique parchemin doré, orné de sceaux nains et d'anciennes runes atlantes. Il le posa délicatement sur la table, devant Adrien. Voici le parchemin de Sanguis Revelio. Il révélera tout ce qui peut être révélé, vos lignées, vos capacités, vos dons latents. Il vous suffit d'y poser votre main et de prononcer Sanguis Revelio. Adrien sentit son cœur battre plus vite. Il jeta un regard vers ses parents. Catherine lui fit un sourire rassurant. Louis, un hochement de tête encourageant. Le jeune prince inspira profondément, posa sa main sur le parchemin et, d'une voix claire, « Sanguis Revelio !» Il sentit une piqûre légère, comme si une goutte de sang venait d'être absorbée par la magie du parchemin. Aussitôt, des lignes argentées apparurent, se traçant d'elles-mêmes dans une danse lumineuse. Des mots, des armoiries, des symboles anciens prirent forme lentement, révélant les secrets enfouis dans son sang. Adrien retira sa main, les yeux grands ouverts. Tout le monde retint son souffle. Lentement, les révélations commencèrent à apparaître. Le silence était total dans le bureau de la Banque royale. Seul le léger crépitement magique du parchemin doré se faisait entendre. Devant lui, Adrien fixait les runes encore en mouvement, son cœur battant à tout rompre. Puis, lentement, des lettres d'argent commencèrent à se tracer toutes seules. D'abord floues, elles devinrent de plus en plus nettes, comme si le parchemin lui-même dévoilait des secrets interdits. Une aura bleutée se dégagea du document, emplissant la pièce d'une atmosphère à la fois sacrée et oppressante. Targas Tête d'Or, le seigneur nain, baissa légèrement la tête et lut d'une voix grave, presque cérémonielle. Résultat de l'examen magico-héréditaire. Nom du récipient, Adrien Louis-Nicolas de Valois. Race du récipient, divin, magie, mort. Mage, descendant du vieux monde. Sorcier, enfant de magie. À la mention du mot divin, Targas se figea. Ses pupilles s'élargirent légèrement. Même Catherine inspira discrètement, alors que Louis restait impassible, bien qu'un pli soucieux se dessinait sur son front. Adrien cligna des yeux confus. « Divin ?» Le vieux nain reprit, sa voix tremblante d'une respectueuse émotion. « Divin. Cela signifie que votre essence est liée à Mère Magie elle-même. C'est extraordinairement rare. » Il poursuivit sa lecture. Famille principale liée au récipient. Divine et magique maison d'Atlas, héritier. Divine et mortelle maison de Péverel, maître. Immémoriale et royale maison de Valois, héritier. Archaïque et royale maison des Habsbourg-Lorraine, membre. Louis ferma brièvement les yeux. Catherine posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. Adrien leva la tête, perdu. « Atlas ? Péverel ? Je ne comprends pas. »« Nous t'expliquerons, mon cœur, » murmura Catherine. Targas reprit. « Famille secondaire liée au récipient. Maison de Robert, éteinte, absorbée par Capet, héritier. Maison de Capet, éteinte, absorbée par Valois, héritier. Maison de Plantagenet, éteinte, absorbée par Valois, héritier. Maison de Bourbon, branche secondaire Valois, héritier. Maison de Grimaldi, branche secondaire Valois, héritier. Maison d'Orléans, branche secondaire Valois, héritier. » Les noms défilaient, lourds de sens, révélant des lignées royales accumulées sur des millénaires. Targas secoua doucement la tête. « Jamais je n'ai vu un enfant porter autant de dynasties en lui. » Louis garda le silence. Adrien, lui, fronça légèrement les sourcils. « Donc, ça veut dire que je viens de tous ces gens ?»« Oui, Adrien, » répondit doucement Louis. « Ton sang porte la mémoire de tous ces rois. » Puis vinrent les titres.
et chacun d'eux résonnait comme un coup de tonnerre. Titre présent et futur possédé par le récipient. Héritier de Mère Magie, débloqué à 17 ans. Maître de la mort. Relique nécessaire pour complétude. Au roi mage, débloqué à 17 ans. Roi de France, débloqué à la mort de Louis de Valois. Au roi du Dominion de France, débloqué à la mort de Louis de Valois. Prince de France, actuel. Au prince du Dominion de France, actuel. Prince de sang d'Autriche, actuel. Targa inspira profondément, ses yeux humides de stupeur et de fierté. Héritier de Mère Magie et maître de la mort, réunis dans le même être. Adrien serra les mains de sa mère. Mère Magie? Maître de la mort? Je ne comprends pas. Le nain se tourna vers lui, la voix vibrante. Vous êtes l'héritier de l'être suprême qui a façonné Tellus, le premier monde, celui que les humains appellent Dieu, que les Grecs nommaient Gaïa, et les Égyptiens Ré-Atum. Et la mort, Thanatos, Anubis, ou peu importe son nom, et son frère jumeau, l'aspect complémentaire. Vous portez les deux faces de la création. Adrien sentit son cœur s'emballer. Donc, je suis un dieu en devenir, votre magnificence, dit Targas en s'inclinant profondément. Puis vinrent les affinités héréditaires. Affinité héréditaire. Magie générale liée à la race divine. Magie nécromantique liée au Pévrel. Magie runique liée à Atlas. Magie métamorphosique liée à Potter. Catherine eut un léger souffle, réalisant qu'Adrien maîtriserait des domaines très variés. Targas commenta pensif. C'est une combinaison extrêmement rare. La magie runique d'Atlantide, la nécromancie des Pévrel et même la métamorphose des Potter. Adrien avala difficilement. Puis apparurent les traits héréditaires. Traits héréditaires. Immortalité, lié à la race divine, actif. Contrôle des morts, lié à Thanatos, actif. Aile divine, lié à la race divine, actif. Adrien sursauta. Immortel? Louis posa calmement une main sur son épaule. Cela veut dire que tant que Mère Magie le souhaite, rien ne pourra te briser, mon fils. Adrien baissa les yeux, visiblement troublé. Enfin, les dernières lignes apparurent, plus mystérieuses encore. Autre liaison. Horcrux détruit. Prophétie de Sibylle Trelawney invalidée par race divine. Prophétie de l'oracle de Delphes active. Âme sœur actif. Partenaire inconnu. Adrien fronça les sourcils. Horcrux? Prophétie et une âme sœur? Targas soupira et prit un ton plus mesuré. Un Horcrux est une abomination, un fragment d'âme arraché par un rituel interdit, enfermé dans un objet ou une personne. Dans votre cas, c'était un morceau de l'âme de Voldemort. Adrien pâlit. Voldemort? En moi? Oui, mais il a été détruit. Votre adoption a purifié votre essence, effaçant cette souillure. Catherine serra son fils contre elle, le réconfortant immédiatement. Et la prophétie de Trelawney, elle parlait du garçon qui a survécu, celui qui vaincrait Voldemort. Mais cette prophétie a été annulée. Votre nature divine l'a rendue caduque. Louis prit la parole plus ferme. Et l'autre? Targas hocha la tête. La prophétie de l'oracle de Delphes est toujours active, mais il est trop tôt pour la révéler. Louis leva la main. Cela attendra. Adrien baissa la tête, un peu soulagé qu'on ne lui en dise pas plus pour le moment. Il pensa à la dernière mention. Et l'âme sœur? Cette fois, Targas esquissa un sourire sincère. C'est un cadeau rare. Tous les êtres ont une âme sœur, mais très peu la rencontrent. Dans votre cas, Mère Magie a décidé que vous la trouverez. C'est une bénédiction,
Un lien qui transcende l'espace et le temps. Louis sourit pour la première fois depuis le début de la révélation. Au moins une bonne nouvelle. Catherine caressa les cheveux de son fils. Adrien resta silencieux, troublé mais intrigué. Louis reprit. Et ses avoirs? Nous ne pourrons les révéler qu'à sa majorité magique, à ses 17 ans, précisa Targas. Louis acquiesça. Très bien, cela peut attendre. Targas se tourna de nouveau vers Adrien. Il s'agenouilla une seconde fois, cette fois avec une expression grave. Votre Magnificence, vous êtes l'héritier de Mère Magie, le prince du monde magique. Tous les peuples, sorciers, nains, gobelins, centaures, vampires, vous reconnaîtront. Et le Haut Conseil clanique doit être prévenu immédiatement. La prophétie suprême est en marche. Adrien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il ne savait pas quoi répondre. Louis posa une main protectrice dans son dos. « Venez, cela suffit pour aujourd'hui. » Ils quittèrent la pièce en silence. Le carrosse les ramena vers Versailles. Adrien, blotti contre sa mère, regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Derrière eux, dans son bureau, Targas scellait déjà une missive urgente pour prévenir le Haut Conseil des Nains. L'héritier divin est né et la prophétie suprême s'est activée. Château de Marly, Yvelines, Royaume de France, 31 juillet 1992. Âgé désormais de 11 ans, Harry avait souhaité célébrer son anniversaire en petit comité, loin des fastes habituels de la cour. Pas de bal d'honneur, pas de réception interminable, il était fatigué de ces cérémonies qui revenaient sans cesse, année après année. Depuis ses 6 ans, la Maison royale de France avait repris sa tradition de toujours, multiplier les bals et événements. Le bal d'été au Palais des Tuileries en juin, le bal d'hiver à Versailles en décembre, le bal de printemps au château de Marly en mars, le bal d'automne à Fontainebleau en septembre, sans oublier le bal du roi en août, le bal de la reine en février, le bal d'honneur du prince en juillet, la célébration de Samhain en octobre. Plus de 70 bals et festivités chaque année, tous aussi grandioses les uns que les autres. Et cette fois, Harry n'en voulait pas. Il souhaitait simplement un anniversaire tranquille, entouré de ses parents, de son parrain et de sa marraine, ainsi que de ses amis proches, les enfants des autres Capétiens et quelques jeunes héritiers ducaux. Ce fut donc dans cette atmosphère apaisée, presque inhabituelle, par une journée royale, qu'il reçut une lettre mystérieuse. Vous venez d'écouter l'histoire du prince de France, tome 1, Adrien de Valois, celui qui fut Harry James Potter. Une histoire écrite par Kellerus. Si vous êtes intrigué par cet auteur, je vous invite à aller regarder son profil sur Patreon, le lien est en description. N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y réponds et je les lis avec plaisir. À très bientôt pour un nouveau chapitre.